Hello guys, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici normalement en direct sur le groupe. On va vérifier que tout se passe bien au niveau technique. OK, ça a l'air de marcher. Voilà, donc bienvenue sur ce live, mes pépites secrètes pour vous libérer définitivement de la peur du jugement et de la critique, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à me mettre un hashtag live. Si vous êtes en replay, mettez-moi un hashtag replay. On va attendre peut-être quelques instants pour voir si quelqu'un se connecte en direct. Je sais qu'il est tôt, d'accord? C'est tôt le matin, mais en même temps, c'est une heure magnifique, surtout par ce temps-ci. Donc, voilà. OK, donc, comment se libérer définitivement de la peur du jugement, de la peur de la critique, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner quelques pépites par rapport à ça, surtout si vous êtes un coach débutant, un entrepreneur débutant en ligne. Souvent, c'est une des peurs principales que nous avons. Et c'est d'ailleurs une des peurs principales que j'ai eues lorsque je me suis, moi aussi, lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, je vais partager mon écran. Donc, laissez-moi juste quelques instants. Voilà. OK. Voilà. D'accord. Donc, je vais voir si tout se passe bien. Mettez-moi un hashtag live si vous êtes en live, un hashtag replay si vous êtes en replay et confirmez-moi que vous m'entendez bien. Confirmez-moi que vous me voyez bien. Mais je pense que tout est en ordre. Alors, allons-y. Je vous disais, en tant qu'entrepreneur, nous sommes tous confrontés à des peurs, que ce soit la peur du jugement, la peur de la critique, que ce soit la peur d'échouer, la peur de perdre, la peur du regard de l'autre, d'accord? Nous sommes tous confrontés à des peurs. Et je me souviendrai toujours, là, lorsque je me suis lancé comme kinésithérapeute, c'était en 1984, malgré que j'avais fait des études, malgré que j'avais fait des stages en milieu hospitalier, parce que pendant presque 3 ans, on était en stage en milieu hospitalier. Mais malgré tout ça, ma première patiente, je vous assure bien que c'était vraiment une peur bleue. Ma première patiente, d'ailleurs, elle doit, à mon avis, se souvenir plus de moi que moi, je me souviens d'elle. Mais je me souviens du traitement qui était demandé parce que c'était une personne qui avait un problème au pouce. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez déjà passer 30 minutes sur un pouce, c'est déjà pas évident. OK, mais en tant que première patiente, lorsque vous venez de vous installer, que vous êtes à votre propre compte, eh bien, il y a vraiment ce stress, il y a vraiment cette, je ne vais pas dire cette angoisse, mais ce sentiment stressant de dire, voilà, quelle image je vais donner? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que mon traitement va marcher? Est-ce que je vais pouvoir la soulager? Est-ce que je vais lui apporter de la valeur? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? D'accord? Et surtout aussi, si jamais j'échoue, et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Et si j'échoue, qu'est-ce que mes parents vont penser, eux qui m'ont payé des études? Et comme si le monde allait s'effondrer, je veux dire, lors de notre première expérience, ou même lors de notre expérience professionnelle, lorsqu'on démarre quelque chose de nouveau, eh bien, tout de suite, le mental prend le dessus. Et en règle générale, eh bien, il y a énormément de pensées négatives, de croyances limitantes, parce que l'être humain est ainsi fait, et on verra un petit peu le pourquoi dans la suite, mais l'être humain est ainsi fait qu'il envisage évidemment toujours le négatif. Il ne peut pas envisager qu'il va y arriver quelque chose de positif. Okay? Et donc, c'est certain que lorsque j'ai eu ma première patiente, je vous dis, avec son problème de pouce, alors je pense que c'était une tendinite au pouce, si je me souviens bien, mais je me souviens en tout cas de l'état dans lequel j'étais, je me souviens exactement de où j'étais, de l'emplacement où je l'avais soigné, de ma petite table de kiné avec les deux tabourets et la patiente en face de moi de l'autre côté, avec sa main sur la table de massage et moi en train de la soigner. Donc, on se souvient vraiment
tous de notre première expérience parce que derrière, il y a une décharge émotionnelle, il y a vraiment quelque chose de très fort émotionnellement. OK? Et donc, la peur, c'est quelque chose, je vais dire, de tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? On pourrait quand même se poser la question, c'est quoi la peur? Alors, j'ai pris quelques définitions, je n'ai pas pris toutes les définitions parce que certaines ne nous intéressent pas ici, mais j'ai pris 3 définitions par rapport à la peur. Première définition, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé, d'accord? Ça veut dire qu'on ressent quelque chose, d'accord? C'est un ressenti, c'est un sentiment, d'accord? Et c'est un sentiment que l'on éprouve en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Et on va voir que ça, c'est très important aujourd'hui, d'accord? Donc, sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. La deuxième définition, c'est une appréhension. Une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. On va voir aussi l'importance de cette deuxième définition aujourd'hui. La troisième définition, c'est une crainte, une peur, une crainte, d'accord, que quelque chose considéré comme dangereux, de pénible ou de regrettable puisse se produire. Une anticipation que quelque chose peut se produire. D'accord? Donc, c'est les 3 définitions, je vais dire, que j'ai retenues par rapport à cette présentation. Vous pouvez en trouver d'autres, hein, d'accord, mais il y en a certaines qui ne nous serviront pas ici. Alors, en réalité, si je vous demande de revenir plusieurs milliers d'années en arrière, bien la peur, c'était quelque chose qui était utile. Imaginez-vous, lorsque les hommes de caverne vivaient il y a plusieurs milliers d'années, qu'ils étaient entourés d'animaux sauvages, bien, le moindre bruit pouvait signifier la mort. Et là, on ne peut même pas... D'accord? Donc, il y avait ce sentiment de peur, il y avait ce rappel que quand j'ai entendu ce bruit, eh bien, il y avait danger. Et maintenant que je me rappelle de ce bruit, je prends des dispositions, je m'enfuis, je cours, j'évite ce bruit. D'accord? Et pour ça, il faut revenir à l'ontologie, à l'évolution de nos 3 cerveaux. D'une façon schématique, je sais que vous pouvez trouver d'autres explications sur l'évolution du cerveau, et il y en a d'autres, d'accord? Si on prend le cerveau gauche, le cerveau droit, si on prend le néocortex, si on prend le lobe frontal et ainsi de suite, mais on ne va pas compliquer les choses. On ne va pas compliquer les choses ici, de toute façon, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Alors, vous voyez qu'en fait, on considère qu'il y a 3 couches dans notre cerveau. Première couche en bleu, c'est le cerveau reptilien, d'accord? L'archéocortex, le cerveau le plus ancien, c'est celui, je vais dire, du début de la vie. Du début de la vie. Et là, il n'est pas question de peur, il n'est pas question d'émotion, il n'est pas question de ressenti. C'est vraiment un arc réflexe, d'accord? Un stimuli, une action, un stimuli, une action, un stimuli, une action. C'est le cerveau de notre survie, c'est le cerveau de la respiration, c'est le cerveau de la circulation, de toutes nos fonctions inconscientes, ce qui nous permet de rester en homéostasie, de garder nos systèmes de fonction, le système circulatoire, respiratoire, cardiaque, nerveux, en équilibre, d'accord, lymphatique, tout ce que vous voulez, immunitaire et ainsi de suite, de tout garder en équilibre. C'est tous les mécanismes inconscients, toutes les fonctions inconscientes. Aujourd'hui, votre cœur bat, pendant que vous écoutez cette vidéo, votre cœur bat, eh bien, vous n'en êtes pas consciente. Vous avez des muscles qui travaillent, notamment les muscles qui vous aident à lutter contre la pesanteur, vous n'avez pas conscience. D'accord? Donc, il y a toute une série de fonctions qui ne passent pas par la conscience et c'est votre cerveau reptilien, l'équilibre et ainsi de suite, qui s'occupe de tout ça. OK? Cerveau reptilien, c'est aussi celui qui fait le tri. Quelles sont les informations que je vais amener à la conscience et quelles sont les informations que je ne vais pas amener à la conscience? Mais on ne va pas s'occuper de tout ça aujourd'hui. La deuxième couche, c'est le cerveau limbique, c'est l'émotion, c'est le souvenir. Et là, on commence à avoir de la peur parce qu'on commence à se souvenir des expériences passées et on se souvient que lorsqu'il y avait du bruit dans ce buisson, eh bien, tout d'un coup est surgi un fauve et que mon voisin ou mon frère ou
mon parent s'est fait dévorer, d'accord? Et on se souvient que lorsqu'on entend ce bruit-là, eh bien, il faut prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Ou on se souvient de cette odeur. Vous savez que le nerf olfactif, eh bien, il est en connexion euh, très, très, très rapproché avec le cortex émotionnel. Une odeur, c'est une émotion, ça vous rappelle un événement de votre vie, d'accord? Donc, on se souvient que quand on a senti cette odeur, eh bien, là aussi, un fauve a surgi de nulle part. Et donc, aujourd'hui, quand je sens cette odeur, eh bien, je m'en cours. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'était il y a plusieurs milliers d'années quand on vivait dans les grottes, hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a perdu, je vais dire, cet organe, ou en tout cas la qualité de cet organe. Et puis est venu le néocortex, et le néocortex, c'est la possibilité d'imaginer, d'anticiper, c'est la possibilité de planifier, c'est la possibilité de voir ce qui n'existe pas encore, c'est la possibilité euh, de s'imaginer dans l'avenir, de se projeter dans l'avenir. Et donc, c'est la possibilité aussi d'imaginer des événements négatifs qui ne sont pas encore arrivés. D'accord? Et on va voir à quel point c'est important. Parce que si au début de l'existence humaine, la peur était quelque chose de réel, encore une fois, je me souviens quand il y a eu ce bruit, cette odeur et tout ça, qu'il y a un fauve qui est surgi et qui a dévoré, je veux dire, mon congénère. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là, d'accord, en tout cas pour la majorité de la population mondiale. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a deux types de peurs pour faire simple. Okay, on pourrait compliquer les choses, mais ce n'est pas le but de cette présentation. Il y a deux types de peurs. Les premières peurs, elles sont causées par une réelle situation de danger. Ça existe encore aujourd'hui. Vous faites face à un cambrioleur, d'accord, ou vous vous sentez dans une situation de danger parce que vous vous promenez la nuit et vous croisez un groupe de personnes qui ont l'air malveillantes. Eh bien, il y a une situation là de danger potentiel et qui peut déclencher ce sentiment de peur. Et puis, il y a les peurs causées par cette appréhension, d'accord, par notre néocortex, par l'anticipation d'un événement négatif qui pourrait arriver. Et donc, les peurs réelles, c'est un sentiment d'anxiété, d'accord, causé par la présence d'un danger imminent. Et là, le danger, il est bien réel. Comme je vous l'ai dit, vous êtes victime d'une agression, vous êtes victime d'un vol, ou vous vous baladez le soir dans une rue et tout d'un coup surgit de nulle part quelqu'un qui est cagoulé, qui est armé d'un couteau et qui a l'air d'avoir consommé de l'alcool à outrance. Eh bien, il y a un sentiment, il y a une situation potentielle de danger. Le danger est bien réel, d'accord? Et la peur est alors un signal d'alarme qui a pour objectif de sauver votre vie. Et vous allez réagir en prenant une décision qui est adaptée à la situation. Et vous allez réagir de différentes façons en fonction de votre tempérament, en fonction de qui vous êtes, en fonction de différents facteurs, je vais dire, internes. Vous pouvez prendre la fuite et vous allez prendre vos jambes par votre cou, d'accord? Vous allez combattre ou vous allez être pétrifié, immobile. Vous n'avez plus la possibilité de bouger. C'est les trois façons de réagir au stress, trois façons de réagir, je vais dire, à la peur, au danger imminent. Et puis, il y a les appréhensions. Et les appréhensions, eh bien, c'est plutôt un sentiment d'anxiété qui est causé, encore une fois, par notre néocortex, par notre lobe frontal, causé par l'anticipation d'un événement. Et comme je vous l'ai dit, parce que le cerveau est fait comme ça, le cerveau il est fait pour nous protéger, il est fait pour assurer notre survie, et s'il n'avait pas été fait comme ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui en train de m'écouter, et je ne serais pas là en train de faire cette présentation, parce que nous n'aurions pas survécu pendant des milliers d'années si le cerveau n'avait pas pour objectif notre survie, d'accord? Mais aujourd'hui, eh bien, grâce ou à cause de ce néocortex, eh bien, on peut anticiper une situation qui n'existe pas encore et on peut anticiper négativement un événement. Et donc là, le danger n'est pas réel, un peu comme la peur de parler en public. Il n'y a pas véritablement de danger.
vous n'êtes pas en danger de mort si vous parlez en public, ok? Même s'il paraît que c'est la deuxième peur la plus importante pour l'être humain, c'est de parler devant des inconnus, la première peur étant la peur de la mort. Donc là, c'est une peur qui est basée sur notre ego, d'accord? Sur notre pseudo-identité, je dirais, sur notre désir de paraître, ok? Et à ce moment-là, ben, on prend une décision qui est évidemment inadaptée à la situation, mais qui sera toujours la même. En fonction de qui vous êtes, eh bien, vous pouvez fuir, vous pouvez combattre, vous pouvez tomber vraiment d'inanition, vous inhiber. Et je me souviens, j'ai quelques anecdotes comme ça, quand je faisais du marketing de réseau, et que j'avais quelques distributeurs qui se lançaient pour la première fois à donner une présentation en public, eh bien, on a eu tout type de réaction. D'accord? On a eu la réaction de quelqu'un qui s'effondrait en pleurant, quelqu'un qui prenait ses jambes à son cou et qui quittait la scène en courant en larmes, ou quelqu'un qui commençait à saigner du nez, d'accord, et qui tombait là, tellement qu'il y avait une peur derrière. Quelqu'un qui était complètement bloqué, qui se souvenait même plus de son prénom, d'accord? Donc, tout arrive, je vais dire, lorsque il y a une sensation, un sentiment de peur, que cette peur ou que la cause de ce sentiment soit un danger réel ou pas, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Okay? Donc, c'est pour vous dire que les réactions seront les mêmes, mais c'est évident que avoir peur d'être critiqué, avoir peur d'être jugé, eh bien, ce n'est pas avoir une peur de mourir, c'est une peur qui est fictive, je dirais, c'est une peur qui est liée à une appréhension. OK? J'espère que je suis clair par rapport à ça et que vous êtes d'accord par rapport à ça. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vais dire, lorsque vous verrez cette vidéo, si vous n'êtes pas en live. Et si vous êtes en live, ben, n'hésitez pas à me commenter, je répondrai évidemment. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les anglo-saxons ont tendance à, parce que peur en anglais, ça se dit fear, eh bien, fear, c'est une false expectation appearing real. Donc, c'est une fausse interprétation, mais qui apparaît comme quelque chose de réel, qui est ressenti comme quelque chose de réel. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, eh bien, elle donne vraiment un sentiment, un mal-être profond, ressenti personnellement, d'accord, ressenti au niveau du corps, d'accord, alors que c'est une peur, alors que c'est une appréhension de quelque chose qui, n'existe pas, de quelque chose qui ne se passera peut-être pas et de quelque chose qui ne vous met pas en danger imminent de mort. OK? Et donc, parlons un peu plus de cette peur d'être jugé, cette peur d'être critiqué. On vient de le voir, le danger n'est pas réel. Okay? Même si on peut être jugé, on peut être critiqué, ça, c'est aucun problème. Mais est-ce qu'il y a un danger derrière ça? Pas du tout. D'accord? C'est une peur qui est basée sur notre ego. C'est une peur qui est liée au fait que je m'identifie à ce que j'ai appelé ma posture identitaire inconsciente. Je considère que je suis telle ou telle ou telle ou telle personne, et si on me critique, si on me juge, eh bien, ça perturbe qui je suis, ça perturbe mon identité, d'accord? Ça perturbe l'image que je me fais de moi-même, et c'est ça que je ne supporte pas, c'est ça que je ne peux pas anticiper. Je ne peux pas anticiper qu'on se moque de moi, que l'on me critique. Et donc, c'est lié au moi, c'est lié au je, c'est lié à l'adjectif me, enfin, c'est pas l'adjectif, à la, comment on dit encore ça? Bon, peu importe. Me, mon, ma, d'accord? La préposition me, mon, ma, ok? Tout ce qui se rapporte à qui je suis, ce qui est lié à l'ego. Ça me ramène à ma propre imperfection, d'accord? Ça me ramène à cette peur de ne plus être aimé, de ne plus être reconnu, à la peur de perdre l'amour des gens, des êtres qui me sont chers, d'accord? Si je suis critiqué, est-ce que j'aurais donné une mauvaise image de moi et je risque de perdre l'amour des gens qui m'entouraient, perdre de ma propre valeur parce que peut-être je n'ai pas suffisamment de confiance en moi et donc ma valeur dépend de ce que l'autre pense de moi et tout ça, eh bien, engendre ce mal-être, d'accord, qui est lié à une appréhension de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais.
Alors, pour voir un petit peu comment se débarrasser de cette peur d'être jugé, d'être critiqué, eh bien, on peut parler un petit peu de c'est quoi le jugement. OK? Donc, j'espère que c'est bon pour vous jusque maintenant. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me mettre un like si vous appréciez. D'accord? Et si vous êtes en live, n'hésitez pas à me mettre un hashtag live. Si vous êtes en replay, encore une fois, un hashtag replay. Je ne m'y connais pas en algorithme, mais il paraît que c'est bon pour vous, que c'est bon pour moi, donc n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que c'est que le jugement? Ça, c'est quelque chose parce que une des façons de ne plus être sous l'emprise de la peur du jugement, de l'emprise de la critique, c'est justement de comprendre c'est quoi le jugement. Et le jugement, ben, si on regarde la définition, c'est une appréciation. Et une appréciation, ben, c'est déjà une interprétation. Et on va voir à quel point c'est important. C'est une appréciation, favorable ou défavorable. Le plus souvent, évidemment, on a peur de l'appréciation défavorable. L'appréciation favorable, notre ego, je veux dire, la prend pour lui. Et donc, il est plutôt content de recevoir une appréciation favorable, alors qu'on va voir que c'est exactement la même chose. D'accord? C'est juste une appréciation de l'ego. OK? Et donc, autant on s'identifie au jugement défavorable, au jugement négatif, autant on s'identifie au jugement positif, mais les deux sont aussi mauvais les uns que les autres. D'accord? On n'est pas meilleur parce qu'on a un jugement positif et on n'est pas moins bon parce qu'on a un jugement négatif ou parce qu'on a une critique. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Donc, c'est une appréciation favorable ou défavorable qui est portée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, c'est important de se rendre compte déjà que c'est une appréciation, c'est une interprétation. Et on va voir à quel point c'est important et à quel point ça va vous aider, eh bien, pour sortir, je vais dire, de cette peur d'être jugé, pour sortir de cette peur d'être critiqué. Parce que, comme c'est une appréciation, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle la conscience d'abstraire. Qu'est-ce que c'est que la conscience d'abstraire? La conscience d'abstraire, c'est un concept qu'on étudie en sémantique générale, et qui vous dit que lorsqu'on nomme quelque chose, on fait toujours une abstraction. Par exemple, si je parle d'une chaise, je fais une abstraction. Alors vous allez dire, comment ça, je fais une abstraction? Oui, parce que pour moi, c'est une chaise. Pour un menuisier, c'est du bois. Pour quelqu'un qui va regarder la chaise avec un microscope, c'est un ensemble de molécules. Et pour quelqu'un qui va regarder avec un microscope électronique, c'est un ensemble d'atomes, c'est un ensemble d'électrons. Et pour quelqu'un qui va encore plus loin au niveau en physique quantique, eh bien, c'est de l'énergie. Donc, le mot chaise, c'est une abstraction de ce que c'est. Et en fait, la réalité, elle est innommable. On ne peut pas nommer la réalité. Dès que vous nommez quelque chose, vous faites une abstraction. Donc, dès que vous faites un jugement, vous faites une abstraction. C'est-à-dire que vous jugez quelqu'un, vous ne connaissez pas la personne, vous jugez une partie de la personne, une partie qui vous a touché, vous. Et donc, comprenez que le jugement, c'est d'abord une interprétation que vous faites par rapport à quelqu'un, par rapport à un événement. Et cette interprétation, on le verra, parle plus de vous que de l'événement ou que de la personne. Et je prends quelques exemples de cette conscience d'abstraire. Et il faut prendre conscience qu'on est toujours en train d'abstraire. D'accord? On est toujours dans l'abstraction. Et c'est justement le problème de la communication. C'est que, en règle générale, on ne communique pas d'être humain à être humain, mais on communique d'ego à ego. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas conscient de ça. Donc, on est dans l'abstraction. Et je ne sais pas si vous connaissez ce peintre belge, Magritte, qui a décidé ce tableau, cette pipe, et qui a écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Mais non, ce n'est pas une pipe parce que c'est les dessins d'une pipe. Donc, c'est une abstraction de ce que c'est. C'est une abstraction de la réalité. Vous savez à quel point on est toujours dans l'abstraction, et si vous n'en avez pas conscience, ben prenez les témoins d'un accident. Moi, mon papa était gendarme, d'accord? Eh bien, je sais très bien que lorsque vous demandez des témoignages, s'il y a 10 personnes qui assistent à un accident, vous aurez 10 témoignages différents. Parce que chacun retient de l'événement ce qui l'a touché lui, en fonction de qui il est lui.
en fonction de ses capacités à lui, en fonction de sa mémoire à lui, en fonction de sa sensibilité à lui, en fonction de ses filtres émotionnels, en fonction de ses filtres physiques, en fonction de qui il est, il va retenir des parties d'un événement, des parties d'une situation. Et il va apporter un témoignage, et c'est bien souvent la difficulté des témoignages, c'est que vous avez tous des témoignages qui ne sont pas identiques, qui sont différents. C'est lié au fait que nous sommes toujours en train d'abstraire. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, ben vous connaissez ce dessin. D'accord? Est-ce que vous voyez la jeune femme ou est-ce que vous voyez la personne âgée? Ou est-ce que vous voyez les deux? Ou est-ce que vous n'en voyez aucune? Certains ne voient que la jeune femme. Certains ne verront que la personne âgée. Et certains se demanderont de quoi je parle. D'accord? Eh bien, c'est la preuve que nos sens nous trompent. Vous pouvez voir la personne âgée avec la bouche, d'accord, dans le bas, le menton, le nez, ou la jeune femme qui regarde vers la gauche, d'accord, avec son chapeau, d'accord. Et puis, en clignant des yeux, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais à chaque fois, vous voyez une abstraction de ce qu'est l'image dans son intégralité. Vous voyez l'un ou vous voyez l'autre. Vous voyez jamais les deux en même temps. Okay, vous passez de l'un à l'autre. C'est une abstraction à chaque fois de ce qu'est la réalité. Eh bien, quand on juge quelqu'un, quand on critique, c'est toujours ce que l'on fait. On ne juge pas un événement, on ne juge pas une situation que l'on connaît dans son intégralité, mais on juge en fonction de ce qui nous a touché, nous. Et donc, c'est important de le savoir, parce que, pardon, lorsque vous êtes jugé, lorsque vous êtes critiqué, ou lorsque vous avez le sentiment d'être jugé ou le sentiment d'être critiqué, eh bien, dites-vous bien que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais que c'est une interprétation que l'autre fait de qui vous êtes ou de ce que vous faites. C'est une estimation qu'il a, lui, de ce que vous faites ou de ce que vous auriez dû faire ou de qui vous êtes. D'accord? Et c'est ce qui fait dire en sémantique qu'en fait, l'autre n'existe pas. D'accord? L'autre n'existe pas et en fait, ce que je dis parle plus de moi que ce dont je parle. Donc, quand quelqu'un vous critique, comme vous n'existez pas pour lui et qu'il ne voit en vous que les qualités et les défauts qu'il a lui-même, eh bien, quand quelqu'un vous critique, en fait, il parle de lui et il se critique lui. D'accord? Pour la majorité des gens, certains vous donneront des critiques constructives, on le verra par la suite, d'accord? Parce qu'ils ont élevé leur niveau de conscience et qu'ils sont capables de voir ce qui est et de voir comment je peux améliorer ce que je fais, d'accord? Et ça, c'est toujours important. Mais pour la majorité des gens qui sont dans l'inconscience, eh bien, la critique parle plus d'eux que de vous. Et ça devrait déjà vous soulager parce que alors, peu importe que je sois critiqué, peu importe que je sois jugé, parce que de toute façon, je ne me parle qu'à moi-même et la personne qui me critique et la personne qui me juge, elle se critique et elle se juge elle-même. Ce n'est pas moi qu'elle voit, c'est mon reflet, c'est le reflet de moi chez elle. Elle ne voit en moi que les qualités et les défauts qu'elle a en elle. L'autre n'existe pas, l'autre est une illusion, l'autre est une abstraction. D'accord? Et je ne vois en l'autre que ce que je veux voir inconsciemment, que ce qui me rappelle qui je suis inconsciemment. C'est aussi important de comprendre que tout le monde juge et tout le monde critique à un moment donné. Parce que la majorité des gens, encore une fois, sont dans l'inconscience et que c'est important d'élever son niveau de conscience pour se rendre compte que je suis en train de critiquer, que je suis en train de juger et qu'en fait, je parle de moi-même et pas de l'autre. D'accord? Et donc, tout le monde est jugé et tout le monde est critiqué. Et on verra en quoi c'est important pour se sortir de ce cercle vicieux d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur de la critique. Tout le monde est critiqué. Hein, si vous voyez Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Anthony Robbins, et j'en passerai, hein, d'accord, toutes les grandes personnalités de ce monde qui ont changé la vie de millions et de millions de personnes à travers les siècles ont été critiqués. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, vous serez critiqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
c'est pas la peine d'avoir peur d'être jugé. C'est pas la peine d'avoir peur d'être critiqué. De toute façon, vous le serez. Vous le serez comme tout le monde l'est. Mais vous devez être conscient que celui qui vous critique, celui qui vous juge, fait une abstraction et qu'en fait, il parle davantage de lui que de vous, parce que ce que l'on dit parle plus de nous que ce dont on parle. Et ça, déjà, ça devrait vous soulager. Et pourquoi tout le monde critique et pourquoi tous ces gens-là ont été critiqués alors que, et on peut les aimer ou ne pas les aimer, d'accord? Ça n'a rien à voir avec leur personnalité. La réalité, c'est que tous ces gens-là ont changé la vie de millions de personnes, d'accord? Elon Musk est en train de changer la vie de millions de personnes à travers le monde. Steve Jobs a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Bill Gates a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Anthony Robbins a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Mais tous ces gens-là sont critiqués. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du crapaud et du scorpion. Si vous l'avez jamais entendu, je vais vous la raconter. Et je vous invite à regarder mes podcasts, à écouter mes podcasts. J'en parle dans un de mes podcasts. Mais c'est une grenouille qui doit traverser les temps. Et la grenouille doit traverser les temps et à côté d'elle, il y a un scorpion et le scorpion doit lui aussi traverser les temps. Problème, le scorpion ne sait pas nager. D'accord? Un scorpion, ça ne sait pas nager. Et donc, il demande à la grenouille, écoute, est-ce que tu ne veux pas me porter sur ton dos et m'aider à traverser les temps pour que je puisse arriver de l'autre côté? Et la grenouille dit, attends, tu es malade. Non, je ne vais pas te prendre sur mon dos, tu es un scorpion. Un scorpion, tu vas me piquer, d'accord? Et tu vas me piquer quand on sera au milieu de l'étang, et quand tu vas me piquer, ben, je vais mourir. Et le scorpion dit à la grenouille, mais enfin, ben non, réfléchis un petit peu. Si je te pique, ben, tu vas mourir. Si tu meurs, tu vas couler. Et si tu coules, ben, je coule aussi. Et comme je ne sais pas nager, je vais mourir. Donc, je ne vais quand même pas te piquer. Donc, fais-moi confiance. Prends-moi sur ton dos et aide-moi à traverser l'étang. C'est tout ce que je te demande. Et ben non, je ne vais pas te piquer, pardon. Et à force de palabres, eh bien, la grenouille accepte et elle dit au scorpion, bon, ok, je te fais confiance, monte sur ton dos et puis je vais t'aider à traverser. Et la grenouille commence à traverser l'étang, de nénuphar en nénuphar, et au milieu de l'étang, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille sent la piqûre et elle est effrayée. Et elle dit au scorpion, mais enfin, pourquoi tu m'as piqué? Tu viens de me piquer. Tu m'avais promis de ne pas me piquer, pourquoi tu m'as piqué? Et le scorpion dit, parce que je suis un scorpion. Et un scorpion, ça pique. C'est dans la nature du scorpion de piquer. Eh bien, c'est dans la nature humaine de critiquer, c'est dans la nature humaine de juger. C'est dans la nature humaine. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que c'est comme ça. Ça nous permet peut-être de nous valoriser, j'en sais rien, d'accord? C'est différent pour chacun d'entre nous, mais c'est dans la nature humaine. Donc, dites-vous bien que bien, c'est dans la nature humaine de critiquer et que vous serez critiqué. Donc, n'ayez plus peur de la critique, vous serez critiqué. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais en sachant que je vais être critiqué? Est-ce que j'agis? Est-ce que je développe mon business? Est-ce que je sors de ma zone de confort ou est-ce que je ne sors pas de ma zone de confort? Et ça, c'est un choix. C'est un choix conscient, d'accord? Et il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. C'est à chacun de choisir ce qu'il entend. C'est à chacun de choisir, OK, je sais que je vais être critiqué, d'accord? Certaines critiques seront négatives, certaines critiques seront positives, certaines critiques vont m'aider à progresser. Maintenant, je fais quoi? D'accord? Est-ce que je laisse cette peur d'être critiqué m'inhiber et donc je ne bouge pas? Ou est-ce que je prends mes jambes par mon cou, je m'enfuis et je vais essayer de faire autre chose? Mais quoi que vous fassiez, sachez que vous êtes critiqué. Alors, est-ce que je vais me battre avec la personne qui me critique? Est-ce que je vais sortir la Kalachnikov et commencer à tirer dans le tas parce qu'on m'a critiqué? D'accord? C'est à chacun, je vais dire, de répondre à cette question. Mais la réalité, n'ayez plus peur d'être critiqué parce que c'est dans la nature humaine de critiquer, c'est dans la nature humaine de juger. Comme le scorpion pique, parce que c'est sa nature, eh bien, vous serez jugé, vous serez critiqué. Alors, pour éviter d'être jugé, pour éviter d'être critiqué, quelques conseils. Le premier, tout commence par soi. Au plus vous jugerez, au plus vous critiquerez, au plus vous vous plaindrez, au plus vous serez jugé, au plus vous serez critiqué et au plus vous aurez tendance à être jugé et critiqué. Donc, comme le dit Dale Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis »,
ne critiquez pas, ne jugez pas, ne vous plaignez pas. D'accord? Si vous vous jugez, si vous vous critiquez, eh bien, vous serez critiqué, vous serez jugé en retour. C'est comme ça. Tout commence par nous. D'accord? C'est comment comment est-ce qu'on appelle ça? La règle d'or. D'accord? Tout commence par nous. Donc, si vous voulez éviter d'être jugé et de critiquer, eh bien, ne jugez pas, ne critiquez pas. La deuxième façon, c'est arrêter de vous identifier à ce que vous faites. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites. Acceptez d'être imparfait. D'accord? Ce que vous faites est imparfait. La perfection dans ce bas monde n'existe pas. Donc, ce que vous faites sera toujours imparfait. Acceptez-le et arrêtez de vous identifier à ce que vous faites. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites. Vous n'avez pas plus de valeur parce que peut-être vous recevez une critique positive, et vous n'avez pas moins de valeur parce que peut-être vous recevez une critique négative. D'accord? Votre valeur humaine ne dépend pas de ce que vous faites. Et ce que vous faites, vous pouvez toujours l'améliorer. Et vous devez accepter ça comme un fait que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Encore une fois, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, j'en ai parlé au début, c'est une peur qui est liée à notre ego. Okay? Et si vous ne laissez pas votre ego de côté, si vous n'apprenez pas à reconnaître votre ego et à vous rendre compte que c'est votre ego qui parle à ce moment-là, eh bien oui, cette peur, elle sera importante et oui, les critiques vous toucheront. Mais arrêtez de vous identifier à ce que vous faites. D'accord? Arrêtez de vous donner plus de valeur parce que vous avez des critiques positives, parce que ça aussi, c'est l'ego. Et arrêtez de vous donner moins de valeur parce que vous avez des critiques négatives. Sachez que tout ce que vous faites est imparfait et que tout ce que vous faites peut être amélioré. Donc, prenez la critique de façon constructive lorsqu'elle est constructive. Et lorsque la critique n'est pas constructive, sachez que l'autre ne parle que de lui. D'accord? Parce que vous n'existez pas à ses yeux et l'autre ne parle que de lui, pardon. Le troisième conseil que je vous donnerais pour éviter, je veux dire, cette peur d'être jugé et critiqué, ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous n'êtes pas le centre du monde. Encore une fois, cette peur est liée à votre ego, mais vous n'êtes pas le centre du monde. Et si vous croyez être le centre du monde, ben, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite il y a quelques années. Vous connaissez sans aucun doute tous Tony Robbins, d'accord, dans notre activité, dans le coaching, dans le consulting et tout ça. Anthony Robbins, c'est vraiment la star, c'est vraiment la personne la plus connue dans ce milieu. Et un jour, on se promenait et je parlais avec mon épouse et je lui dis, je serais curieux de voir les gens qui se promènent ici, combien connaissent Anthony Robbins. Parce que nous, on a l'impression que si on le connaît, tout le monde le connaît, parce qu'on baigne dans cette industrie-là. D'accord? Et donc, j'ai commencé à intercepter les personnes autour de moi et à leur poser la question, est-ce que vous connaissez Anthony Robbins? 8 ou 9 personnes sur 10 me disaient ne pas connaître Anthony Robbins. Je pense que j'ai eu une personne qui m'a dit, oui, je connais bien Anthony Robbins. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui a des millions de followers, d'accord? Si vous vous baladez dans la rue et que vous demandez aux gens, est-ce que vous connaissez Anthony Robbins? 9 sur 10 vous diront qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous n'êtes pas aussi connu que vous le pensez et vous n'êtes pas le centre du monde et vous n'êtes pas, je veux dire, le centre des pensées des personnes qui regardent les réseaux sociaux. La personne la plus importante pour quelqu'un, c'est elle-même, ce n'est pas vous. D'accord? Ce n'est pas vous. Vous croyez que tout le monde va voir ce que vous faites et vous croyez que vous êtes là, vous allez être la risée, la critique et que vous allez être jugé parce que, voilà, comme si, parce que je fais ce live, eh bien sûr, je vais être critiqué, bien sûr, je vais être jugé, bien sûr que vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, c'est aucun problème. Mais la réalité, ça ne m'empêche pas de faire de l'imperfection. Donc, faites de l'imperfection et ne vous prenez pas trop au sérieux. D'accord? Un autre conseil, c'est sachez à qui vous vous adressez. Je l'ai dit au début de cette présentation, je ne vais pas compliquer pour compliquer. Cette présentation, ça s'adresse à des coachs débutants, des entrepreneurs débutants
qui parfois n'osent pas se lancer parce que justement, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être critiqués. Ce n'est pas une présentation qui est scientifiquement est destinée à des scientifiques en neurosciences et en patati et en patata qui vont trouver énormément, sans doute, de précision à apporter à ma présentation. Donc, mais je sais à qui je m'adresse. Et donc, si des personnes, docteurs en neurosciences, viennent me dire, bon, écoute Fabien, on t'aurait peut-être parlé, et au lieu de dire ceci ou dire cela, de les dire autrement, je dirais, OK, pas de problème, mais cette présentation, elle ne t'était pas adressée à toi. Si je veux m'adresser à quelqu'un d'un niveau plus élevé, je vais parler différemment et je vais utiliser d'autres exemples et je vais faire une autre présentation. Je ne vais pas faire une présentation comme celle-ci pour des scientifiques. Donc, quand vous savez à qui vous vous adressez, eh bien, vous avez davantage confiance en vous et vous avez moins peur d'être critiqué, d'être jugé. Okay? Donc, c'est important que vous connaissiez évidemment votre client idéal, que vous connaissiez ses douleurs, que vous connaissiez ses désirs et que vous lui parliez à lui et rien qu'à lui. Ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance et d'avoir moins peur de la critique et du jugement. Et enfin, dernier conseil, si vous êtes jugé, si vous êtes critiqué, ne le prenez pas personnellement. N'oubliez pas, tout le monde fait des abstractions. Et la personne qui vous critique fait des abstractions et elle parle davantage d'elle que de vous. Donc, laissez votre ego de côté, acceptez la critique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une abstraction, juste une interprétation, okay, juste un point de vue. Et parfois, cette critique, ce jugement va aussi vous permettre de dire oui, là, il a raison, et là, je peux m'améliorer. Et c'est ce qui est important, c'est de ne pas vous identifier à ce que vous faites de manière à faire une différence. Certaines personnes, on les critique, c'est comme si on critique ce qu'elles font, c'est comme si on les critiquait elles. D'accord? Elles prennent un coup de poignard dans le cœur parce qu'on critique ce qu'elles font. Non, il y a une différence entre ce que je fais et qui je suis. D'accord? Donc, ne le prenez pas personnellement. Laissez votre ego de côté. Vous n'êtes pas si important que ça. Ne vous prenez pas autant au sérieux que ça et prenez la critique, prenez le jugement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une abstraction de qui vous êtes, une abstraction de ce que vous faites, et plus une indication, une information sur qui est la personne qui vous critique et qui vous juge. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette peur d'être jugé, cette peur d'être critiqué. J'espère que ça va vous apporter de la valeur, j'espère que ça va vous aider, surtout encore une fois si vous êtes un coach débutant, un entrepreneur débutant qui veut se lancer mais qui n'ose pas parce qu'il a justement cette peur qui le retient, d'accord? Cette peur, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, sachez que vous serez critiqué et sachez que vous serez jugé. Et sincèrement, cette philosophie, cette façon de voir les choses, elle a complètement changé ma vie. D'accord? Parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur de la critique, j'avais vraiment peur, j'avais besoin du regard de l'autre, j'avais besoin de l'accord des autres pour me sentir bien, pour me sentir en confiance, pour me donner de la valeur. J'étais jamais assez bien, d'accord? Parce que j'ai été éduqué comme ça, où quand on faisait quelque chose de bien, c'était normal. Quand on faisait quelque chose de mal, c'était pas normal, d'accord? Mais on n'était jamais récompensé parce qu'on faisait quelque chose de bien, parce qu'on pouvait toujours faire mieux, d'accord? Et donc, il y avait un manque de confiance en moi quand j'étais gamin, et j'avais besoin de démontrer, de prouver ma valeur. Et ma valeur dépendait essentiellement du regard de l'autre, de ce que l'autre me renvoyait comme valeur en moi, parce que je n'avais pas suffisamment confiance dans ma propre valeur. Et ça m'a poursuivi longtemps jusqu'à l'âge adulte, longtemps pendant ma carrière professionnelle. Je vous ai rappelé ma première patiente avec son pouce, c'était effrayant, d'accord? Je m'en souviens encore et je sais encore où j'étais, je vais dire, pour ce premier traitement. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Je suis à l'aise avec le fait que je suis imparfait, ok, et que cette présentation est imparfaite et que tout ce que je fais est imparfait. J'ai aucun problème avec ça parce que je ne cherche plus la perfection, même si c'est toujours là, d'accord. Mais aujourd'hui, je sais le gérer. Aujourd'hui, je suis conscient de ça et donc je ne cherche plus de ça. Et je sais que je serai critiqué et je sais que je serai jugé et je sais qu'il
Et c'est tant mieux, d'accord? Et c'est tant mieux parce que je ne suis pas ce que je fais. Et ce que je fais est toujours imparfait. Ce que je fais peut toujours être amélioré. Donc, cette philosophie m'a permis de me lancer véritablement dans l'entrepreneuriat en 2002. Et depuis, ça a été vraiment le changement puisque j'ai eu la chance de former des centaines de coachs, centaines de personnes. Je suis intervenu dans des dizaines et des dizaines de meetings qui vont d'une dizaine de personnes à 15 000 personnes à parler en anglais devant un stade de 15 000 personnes qui n'est pas ma langue maternelle. Donc, sincèrement, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les genoux qui tremblent à ce moment-là, mais ça veut dire qu'on passe au-dessus parce que, voilà, on sait qu'on est dans l'imperfection, on ne se prend pas trop au sérieux, on profite du moment présent et on apporte de la valeur. On se concentre sur ce qu'on peut apporter et pas sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi, d'accord? La peur, en tout cas cette peur qui est pas une peur réelle, qui n'est pas liée à un danger réel, est toujours liée à l'ego, ne l'oubliez pas. Donc tant que vous serez centré sur vous, ces peurs existeront. Commencez à vous centrer sur l'autre et à ce que vous allez apporter à l'autre, et ces peurs disparaîtront, d'accord? Et aujourd'hui, je me sers de la critique, quand elle est constructive, d'accord, pour avancer, pour m'améliorer. Et ça fait une grande différence. Donc aujourd'hui, vous avez deux options. D'accord? Une option qui va vous amener vers le succès, une option qui va vous amener vers la difficulté. Alors, je ne vais pas dire vers l'échec, mais vers la difficulté. OK? La première option, c'est évidemment d'essayer de résoudre tous ces problèmes inconscients, tous ces problèmes de peur, de croyances limitantes, tous ces problèmes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de créer, qui vous empêchent de développer votre activité, d'essayer de les résoudre seul. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que je l'ai fait pendant des années, parce que j'ai été éduqué comme ça, qu'il ne fallait pas demander de l'aide, qu'il fallait se sortir soi-même de ses problèmes et qu'il fallait résoudre ses problèmes soi-même. D'accord? Que si on demandait de l'aide, c'était une marque de faiblesse. Je vous l'ai dit, mon père était gendarme, mais j'ai été éduqué comme ça, de ne pas montrer sa faiblesse et qu'on a toujours le moyen de se sortir tout seul. D'accord? La réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement vrai et que les relations font partie aussi de l'humain. D'accord? Et agir seul, même si on dit que seul on va plus loin, ensemble on va plus vite, c'est vrai que seul, nécessaire. Je ne suis pas d'accord quand on dit on va plus loin, et en tout cas, ça prend plus de temps de régler un problème. Prenez conscience que toutes les problématiques inconscientes, toutes vos croyances inconscientes, toutes vos peurs inconscientes, elles sont justement inconscientes. OK? Et que si vous n'en avez pas conscience, eh bien, il va falloir en prendre conscience. Mais si vous n'avez pas pris conscience jusque maintenant, déjà, vous n'êtes pas conscient que vous avez ces peurs-là. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas pour vous et vous ne savez pas pourquoi, tout simplement. Et donc, il faut un regard. Et c'est l'apport du coach, c'est d'avoir un regard extérieur. Quand vous êtes dans le problème, vous voyez que les nuages, vous ne voyez plus le soleil. D'accord? Pourtant, le soleil existe, il est au-dessus des nuages, mais vous ne le voyez plus parce que vous êtes dans votre problème. OK? On est en train de faire des travaux dans la rue, j'espère que ça ne perturbe pas trop. Donc, agir seul, ça va vous prendre du temps. C'est plus cher parce que tout le temps perdu, eh bien, c'est du temps perdu. Donc, c'est plus cher dans tout ce que vous auriez pu gagner comme chiffre d'affaires, nombre de clients que vous aurez pu enrôler, mais c'est aussi plus cher en termes de temps. Et le temps perdu, vous ne pouvez plus le rattraper. L'argent que vous avez perdu, vous pourrez toujours le rattraper. Mais le temps perdu, vous ne pourrez plus jamais le rattraper. Tout seul, vous n'avez aucune garantie de vraiment prendre conscience qu'est-ce que c'est la bonne peur que j'ai, est-ce que c'est la bonne croyance limitante que j'ai, est-ce que c'est celle-là que je dois régler ou est-ce que c'est une autre. Parce qu'entre nos deux oreilles, sont toujours les mêmes pensées, sont toujours les mêmes solutions qui viennent. Il faut un regard extérieur. C'est stressant d'être tout seul. Seul, c'est seul. Chez nous, on a une petite phrase qui dit seul, c'est une petite équipe. Je veux dire, quand il y en a un qui se repose, l'autre ne fait plus rien. D'accord? Donc, c'est marrant, mais c'est la réalité. Et c'est beaucoup plus risqué parce que le temps que vous trouviez exactement où est le problème et comment le corriger, eh bien, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent et seul, vous n'avez aucune guidance. Par contre, être accompagné, c'est pour moi la solution. Ça vous fait gagner du temps, c'est beaucoup moins coûteux sur le long terme, en termes de temps et en termes d'argent perdu, d'accord? C'est plus fun aussi, d'accord? Parce que être seul, c'est tout seul, encore une fois, c'est moins stressant d'être accompagné. Si vous faites moins d'erreurs, vous allez plus vite, je vais dire, vers le problème et vers la bonne solution. Vous faites partie d'une famille, d'accord? Et ça, c'est très important, et vous bénéficiez d'un suivi personnalisé.
Donc, si aujourd'hui vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui me bloque? Comment ça se fait que j'arrive pas à avancer malgré tout le travail que je fais, malgré, je vais dire, toutes les connaissances marketing que j'ai acquises, malgré le suivi marketing que j'ai reçu et malgré tout ce que je fais, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à avoir les résultats que je désire. Sachez qu'il y a sans aucun doute un blocage inconscient derrière, que ça soit une peur, que ça soit une croyance limitante et que seul, eh bien, c'est très, très, très difficile d'aller la chercher et surtout de la résoudre. OK? Donc si vous voulez voir si je peux vous aider, si on peut travailler ensemble pour vous aider à progresser, pour vous aider à avancer, n'hésitez pas à réserver un appel stratégie. C'est un appel sans obligation, sans rien du tout. On fera le point sur votre situation, on fera le point sur ce qui ne va pas. Je vous partagerai un petit peu mon point de vue, je vous montrerai comment je peux vous aider. Et puis, le choix comment reste à vous si j'arrive à le dire, d'accord, mais vous êtes libre. Mais au moins, cet appel vous permettra de sortir du brouillard et de débroussailler un petit peu la situation. OK, donc je mettrai le lien en commentaire et n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, fixez un rendez-vous. On aura un rendez-vous de 45 minutes où on aura l'occasion de faire connaissance et vous aurez l'occasion de me parler un petit peu de ce qui vous bloque aujourd'hui dans le développement, dans l'évolution ou dans la création de votre activité, de votre entreprise de coaching en ligne. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Encore une fois, si vous étiez en live, n'hésitez pas. Salut, je vois Sylviane, Béné. OK, donc bienvenue encore une fois. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, j'y répondrai. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous aimez ce type de présentation, comme ça je pourrai recréer d'autres présentations. Mettez-moi un pouce vers le bas si vous n'aimez pas, d'accord? Comme je vous l'ai dit, je suis vacciné par rapport à tout ce qui est critique aujourd'hui et que du contraire, c'est avec bienveillance que je les prends pour m'améliorer, pour progresser, d'accord? Parce que je sais que je suis imparfait et que je ne m'identifie plus à ce que je fais, ok? Ma valeur personnelle ne dépend pas de la critique et du jugement de quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas et posez-moi un max de questions. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. À très vite.